Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. J'ai failli appeler ce podcast soliloquer, qui est le verbe qui veut dire se parler seul. Et je pense que s'il y a un épisode qui se rapproche le plus de ce que je comptais faire, c'est celui-ci. Je pars en freestyle. Je n'ai rien prévu. J'ai des idées, mais j'avoue être perdu. Étant donné qu'on est sur du building public, quel est le meilleur moyen de vous donner l'état dans lequel je me sens que de parler sans être préparé? Donc, à vrai dire, je suis pas non plus non préparé parce que évidemment, je me prends la tête sur les sujets défendus dans les podcasts avant de les commencer et j'ai ouvert mon agenda de la semaine pour essayer de le parcourir et de me dire: «Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé?» Avis à ceux qui m'écoutent uniquement pour, avoir, des ressources et apprendre des choses. C'est pas le meilleur épisode pour, le faire parce que j'essaye pour une fois de partir, en live. J'avoue que, je viens, de constater que je ne savais pas quoi dire et que j'avais pas spécialement envie de le faire. Ça doit être très difficile d'écouter quelqu'un dire: «Je n'ai pas envie de vous parler», mais c'est plutôt j'ai l'impression que, j'ai dit beaucoup de choses en 1 an et demi, et j'avoue que j'en ai marre de parler de moi. C'est un petit peu le la suite, des épisodes, précédents et donc j'ai du mal à m'y retrouver là. J'ai adoré cette saison 4, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? J'ai vécu du stress, je pense que j'ai assez parlé de mon stress. J'ai vécu du repos cette semaine, j'ai assez parlé de mon repos, du bien que ça me faisait. Je pense qu'il est grand temps de se remettre, en selle. Je pense que c'est assez important de devoir, se remettre un petit coup de jus. Je pense que s'il peut y avoir un sujet autour du podcast du jour, c'est celui de se reposer sur ses lauriers, et de manière, associée, avoir, une baisse de régime qui est associée à, un début de réussite, on va dire. Je me suis déjà exprimé sur la réussite, hein. Je pense pas du tout avoir réussi, mais évidemment, c'est toujours en regardant avant qu'on peut exprimer une réussite présente et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois, en tout cas niveau financier, puis même moral et je crois que, je traverse la période où, j'ai du mal à avancer, sans avoir de pression. Donc, je mets en place, tout ce que j'ai appris, ces dernières années, qui est, mettre des deadlines, essayer de faire avec, qui je suis, m'entourer. Mais, voilà, petit coup de mou. J'avoue que j'ai été surpris, cette semaine d'avoir, beaucoup trop stressé, pour, une prestation, un focus group. Et je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je m'étais dit que c'était l'opportunité de vous expliquer ce que je peux faire comme prestation. Au moins, ce sera un podcast pub, et puis un podcast un peu vrac. Hem, cette semaine, j'ai encore pu beaucoup me reposer, faire du sport, et avancer sur, l'organisation un peu générale de ce que je dois faire. Mais il serait temps de passer la seconde, par rapport à la thèse. Je me suis donné pour objectif, tiens, je vais le dire publiquement, c'était ma manière de manipuler à l'époque. Je me suis donné pour objectif de soumettre, un de mes articles le 14 mai 2025. Pour ce faire, je me suis mis un post-it au-dessus de mon PC, avec, cette date, objectif soumission, entre parenthèses, avec le sourire. Parce que, on va essayer de se mettre des deadlines avec le sourire maintenant. Et donc là j'enregistre en fin du mois de mars, donc j'ai 1 mois et demi pour, finir d'écrire et soumettre cet article. Et il va falloir que je me mette la pression parce que, c'est difficile de, maintenir une pression sur le côté thèse, parce que c'est moi le moteur, là où en fait, le côté entrepreneuriat m'a appris à ne plus spécialement être le moteur ou alors
je sais pas, il y a une pression d'être payé, de devoir répondre aux objectifs rapidement qui entraîne, une motivation beaucoup plus autonome du côté business que du côté thèse. Et là, il va falloir que je m'y mette, hein. Je sais quoi faire, mais ça y est, je suis prêt, j'ai mon projet de thèse, mais j'avoue avoir un petit peu du mal, à démarrer. Donc, l'objectif de ces prochains moments, de ces prochaines semaines, surtout là des 10 prochains jours, ça va être de travailler sur mon, ma cet article-là, qui est, je crois que je peux le dire, une scoping review, donc une espèce de méta-analyse qualitative, faite pour, faire le point sur la manière dont on mesure la confiance entre 2 personnes. Je vous en ai déjà parlé, mais bon, ne sachant pas, le rythme, et à quel point les personnes rattrapent les épisodes, et les saisons, on va réexpliquer un petit peu. Donc, j'essaye de prendre toutes les mesures de la confiance entre 2 personnes, qui sont dans la littérature scientifique pour essayer de les organiser, c'est-à-dire, essayer de comprendre, les dates, les auteurs, qui se repose sur qui, comment les échelles sont construites et cetera et faire une, analyse critique quand même des concepts, et des dimensions et de la manière dont les choses sont définies pour faire un gros point globalement sur comment la science mesure la confiance entre 2 personnes heu, quand ils souhaitent faire des questionnaires. Parce qu'on peut mesurer la confiance entre 2 personnes avec ce qu'on appelle des trust games. Désolé, je ne vais pas faire, celui qui, utilise son accent anglais et puis de toute façon il est pas top mon accent anglais. C'est-à-dire des jeux de confiance dans lesquels on met les gens dans des situations, par exemple le dilemme du prisonnier où on dit, voilà, vous êtes 2 prisonniers, si vous, avouez tous les 2 avoir fait le crime, vous avez, 5 ans, si, tous les 2 vous dites que, vous n'avez pas fait le crime, bah, vous avez tous les 2 aucune année, ou 1 an et s'il y en a juste un des 2 qui dit que l'autre a fait le crime, vous avez, 2 ans. Enfin voilà, essayer de mettre en place des choses, pour, mesurer des systèmes de coopération et justement moi, pour l'instant, je me dirige plutôt vers une mesure, de la manière dont on perçoit la personne pour voir si on lui fait confiance, plutôt que des jeux comme ça, «Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu coopères?» parce que justement, il y a des auteurs qui ont mis en avant le fait que, c'était plutôt des mesures de la coopération que des mesures de la confiance et que donc, peut-être que la variable la plus précise pour mesurer si on fait confiance, c'est plutôt: «Qu'est-ce que tu penses de la personne?» En tout cas, ça fait partie de mon parti pris et donc voilà, je travaille sur cet article-là. Où j'en suis, précisément, et bah, c'est, des recherches que j'ai fait depuis longtemps, donc en fait, on fait des mots, on cherche des mots-clés, dans des bases de données pour, définir, quel type d'article on veut. Moi, globalement, je vais dire, et bah, je veux que dans le titre, il y ait, un sujet autour de créer une mesure, donc je mets tous les synonymes, possibles de une mesure, une échelle, un instrument, des items et cetera. Je veux que ça soit lié à la confiance. Donc moi, j'ai de la chance vu que le mot-clé le plus, associé à la confiance, c'est confiance. On n'a pas beaucoup de synonymes, alors que dans la science, il y a un gros travail de comprendre et chercher les synonymes dans les recherches scientifiques, pour un même construit. Là, bah, c'est trust, T-R-U-S-T. Après, il y a aussi la fiabilité, trustworthiness, mais globalement, si je mets trust et que je mets une petite astérix pour laisser le moteur de recherche me donner ce qui peut être complété après trust, et bah, en fait, ça peut suffire pour trouver des articles sur la confiance. Pour préciser, pour ceux qui font pas de recherche avancée, et sachez que c'est applicable à Google. Je suis pas sûr que ce soit un astérix, mais il y a quelque chose d'équivalent sur Google. Si je veux chercher, juste trust, le mot confiance en anglais, dans un article, je vais juste mettre trust. Par contre, si je veux, par exemple, que, le mot soit conjugué, enfin pouvoir le trouver conjugué ou pouvoir le trouver plus long et ben je vais mettre trust astérix. Ça veut dire que je veux au moins qu'il y ait TRUST et si des mots, commencent par TRUST et ont des lettres comme, trusting, trusty, donc celui qui fait confiance ou trustworthiness, la fiabilité, et bah, ça inclut, tous ces termes-là. Donc c'est assez utile quand on fait des recherches parce que souvent, on se ferme à beaucoup d'artifices des fois, de juste de langagière, de conjugaison pour faire des recherches. Et avec, l'astérix, on peut inclure,
Enfin, quand je dis Astérix, c'est, le signe fois, la petite étoile, qui, moi, sur un Windows, est en dessous du U bizarre. Voilà, en dessous du entrée. Au-dessus du entrée, à droite. Voilà, donc en gros, on fait une recherche assez large, on a des critères. Donc moi, je veux des articles, qui mesure bien la confiance entre 2 personnes, qui sont pas des mesures comportementales, qui sont pas déjà des méta-analyses et cetera. Bref, on le décide. On a beaucoup d'articles, style, 600. Sur les 600, on lit les, titres et les résumés pour se dire: «Bon, ça a l'air de correspondre à mes critères de sélection». Sur ces 600, moi, il en a resté à peu près 150. Sur ces 150, là, on va les lire entièrement pour vraiment voir, parce que c'est là où on a des doutes, si ça correspond à nos articles, à nos critères de sélection. Et si les articles correspondent à nos critères de sélection, on les inclut dans notre analyse. Et moi, ma manière de faire la scoping review, c'est, bah, chaque article inclus, je vais voir, par exemple, l'auteur, la manière dont la confiance est définie, la manière dont la confiance est mesurée, le nombre d'items, etc. Donc là, c'est un petit peu propre à la question de recherche qu'on a. Et voilà, ça fait que j'ai un grand tableau, avec autant de lignes que d'articles et autant de colonnes que de variables que je souhaite. Donc moi, j'en ai quand même 20 ou 30 colonnes. Et ensuite, sur la base de ça, et ben, on écrit un article pour dire, bon, voilà comment on s'organise, et qu'est-ce qu'on peut dire des mesures de la confiance dans la littérature. Donc ça, c'est un travail que j'ai fait il y a déjà 2 ans. Et j'ai fait une relance, de recherche en mai 2024, c'est-à-dire que j'ai remis exactement la même phrase de recherche. On appelle ça une phrase parce qu'en fait, ça finit par faire beaucoup de mots-clés, qu'on associe avec, des opérateurs. Je veux et que ce soit sur la confiance et qu'il y ait un sujet autour d'une échelle de mesure et voilà, tel critère, tel critère. Ça peut nous faire des phrases de recherche qui ressemblent à des équations. Et voilà, on réapplique, l'équation, quelques années, ou quelques temps après pour voir si on n'a pas des nouveaux articles. Et donc j'ai fait ça en mai, qui m'a fait rajouter quelques articles. Et étant donné que ce projet a mis du temps, j'ai dû refaire ça également en 2025, donc là récemment, ce qui fait qu'à chaque fois on doit, réactualiser, rechercher et refaire ce sujet on revoit plein d'articles, on, fait une première passe, sur la base des titres et des résumés, puis une deuxième passe sur la base du contenu en général. Et donc j'en suis aujourd'hui à finaliser la, recherche, d'articles en 2025 pour finaliser cet article et que enfin ce soit une scoping review sur la mesure de la confiance entre 2 personnes dans toutes les disciplines, enfin en tout cas, à travers les disciplines que j'ai pu trouver à travers mes moteurs de recherche. Voilà, analyse critique puis, expliquer comment ils s'organisent. Quand je dis comment ils s'organisent, c'est il y en a X, en médecine, il y en a X, dans le business, dans la science des organisations, il y en a X qui ont été créés de telle année à telle année et cetera. Voilà, essayer de comprendre un peu l'organisation de la littérature, sur le sujet. Donc l'article ressemble à ça. J'ai prévu de le sortir le 14 mai 2025. Et les prochaines étapes sont de devoir finaliser l'inclusion des articles, c'est-à-dire décider vraiment de ces nouveaux articles que j'ai trouvés entre mai 2024 et janvier 2025. Est-ce qu'il y a bien des articles qui correspondent à mes critères, que je vais finir par rentrer dans les analyses, puis les analyser. Et donc, c'est-à-dire aller choper entre 20 et 30 infos par article. Il y a combien de participants, il y a comment ils y sont pris pour faire les questions, d'où viennent les auteurs, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai décidé. Faire les analyses et les statistiques. Bon, là, pour le coup, c'est très descriptif et c'est très, une critique ensuite qualitative. Donc les statistiques vont être très simples, hein. Ça va être, des pourcentages globalement. C'est des statistiques descriptives, des moyennes, des pourcentages, des tendances. Il y a pas quelque chose de très complexe. Et bien, rédiger l'article. Rédiger l'article, c'est faire une intro, la méthode, les résultats et la discussion. Et aujourd'hui, j'ai une base d'intro qui est à revoir parce que j'ai la chance de pouvoir, avoir les idées plus claires maintenant que j'ai rédigé un projet de thèse. Et donc
relire mon intro que j'avais écrit il y a longtemps et de me dire que j'ai la volonté d'expliquer trop de trucs dans cette intro, qui sont pas nécessaires pour cet article et c'est un peu quelque chose de positif, que je me rends compte. On m'avait dit que les jeunes chercheurs et les jeunes docteurs, avaient tendance à vouloir expliquer trop de choses, dans les articles, alors que, en fait, les auteurs qui sont là depuis longtemps, bah, ils savent ce qui est su dans la littérature et ils ont pas besoin de, dire de tout surdéfinir. Bon, des fois, je trouve que les choses sont pas assez définies, mais voilà. Moi, j'ai tendance à vouloir trop, en fait, expliquer mon sujet de thèse dans chacun de mes articles et bah, finalement, c'est compréhensible parce que vu que j'avais pas quelque chose de clair et que j'avais juste envie de dire plein de trucs sur ce que j'ai compris de la confiance, et bah, ça faisait des intros très, très théoriques, très larges, et très complexes pour rien finalement parce qu'un article scientifique, ça doit être, globalement une idée, une question, une réponse. Et normalement, avant de donner l'idée, la question, et ben, on met en place une introduction théorique dans laquelle on explique un peu dans quel champ on se pose, on se place, etc., comment on définit les choses pour que les choses soient claires. Mais moi, je voulais vraiment, en fait, je voulais faire ma thèse dans chacun de mes articles, ce qui posait un problème. Et donc là, quand je relis mon introduction, j'ai bien vu que, ah oui, là, je suis en train d'expliquer cette sous-théorie alors que je l'utilise pas, donc on s'en fout. Là, j'explique la définition, voire les limites de la définition de la confiance, alors que je dois le faire après ou dans un autre article. Voilà, ça fait du bien de reprendre, enfin moi, d'avoir un peu craché tout ce que j'avais en tête sur la confiance pour revenir très précisément sur cet article, qu'est-ce qu'il défend et qu'est-ce que je dois faire. Donc, réécrire, l'introduction. Ensuite, réécrire la méthode, même si ma méthode, elle est assez bonne parce que ce qui est bien, c'est qu'une méthode, ça bouge pas forcément avec le temps. On répond à des critères, voilà, on sait que dans tel type d'article, il faut expliquer les choses de telle manière, et cetera. Surtout dans des projets un petit peu d'analyse, qualitative où on suit une méthodologie, qu'on appelle systématique. C'est les méthodes se ressemblent, donc ça, j'ai pas grand-chose à toucher. Ensuite, il faut que je réécrive les résultats. Donc là où j'ai un petit peu les boules, c'est que j'ai écrit 80 des résultats pour, les articles inclus en mai. Le problème, c'est que j'ai mis du temps et maintenant je vais réinclure des articles. Donc ma structure de résultats, va être la même. Je vais défendre les mêmes idées parce que là, j'ai vu, au pire, je vais rajouter 3 articles, ça va pas changer mes moyennes, ça va pas changer mes tendances. En revanche, ça va changer toutes mes statistiques, c'est-à-dire que si je disais que 17 des articles viennent de la médecine et que là, j'en rajoute, et bah, ça se trouve, ce sera 19. Donc, la structure va changer, mais toutes les stats vont devoir, bouger. Heu, c'est pas compliqué, mais voilà à quoi ça va ressembler. Il y a une partie de résultats que j'ai pas rédigé et ensuite il y a, une grande partie qui est la discussion et qui est, bah, je vous ai expliqué à peu près dans quel concept et dans quelle, théorie on se place, donc ça c'est l'introduction. Je vous ai justifié un petit peu, en quoi c'est intéressant qu'on se pose une certaine question et quelle est la question que je me pose, ça c'est la fin de l'introduction. Ensuite, la méthodologie, voilà comment on s'y est pris. Les résultats, bah, voilà ce qu'on a obtenu. Et la discussion, en quoi ce qu'on a obtenu répond à notre question et qu'est-ce que ça veut dire sur bah, c'est quoi la réponse, comment on peut conclure, résumer la réponse et aussi comment on peut faire la part des choses entre ce qu'on vient de voir là dans notre méthode et dans notre article et bah, ce qu'on sait déjà dans la littérature, qu'est-ce que ça veut dire de la confiance, qu'est-ce que ce qu'on vient de montrer apporte à la littérature. Vous avez voilà, à peu près la structure, générale d'un article, scientifique et du mien précisément et du coup moi, il va y avoir un travail de discussion. Faut savoir que la discussion, c'est un peu qui tout double, hein. Il y a des gens qui aiment pas du tout, il y a des gens qui aiment bien. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est le moment où je peux faire mon geek de la littérature. Généralement, mes discussions sont assez bonnes. Moi, je suis assez mauvais en introduction, sûrement parce que je fais de la discussion dans l'introduction, c'est-à-dire que j'ai trop envie de discuter, de parler de résultats, de lever des critiques, de donner trop de définitions et du coup, je perds le lecteur et ça devient pas assez clair donc voilà, les chercheurs finissent par savoir, en quoi ils sont bons et pas bons et normalement la discussion, moi ça va plutôt bien, parce que je suis enfin un peu plus libre de faire des liens théoriques que j'ai souvent avant de faire l'étude, donc je fais je présuppose un peu de mes résultats, c'est ce qu'on appelle avoir des hypothèses et donc heu, là, il faut que je la rédige, j'allais dire quasiment totalement la discussion, mais
J'ai fait quelque chose, que ma direction de thèse m'a conseillé de faire et que je peux vous conseiller de faire si vous faites une thèse, c'est d'écrire souvent vos idées, même des articulations, de paragraphes et d'argumentation. Parce que, moi, je le fais depuis longtemps, donc j'ai pas d'article, soumis sur la confiance, enfin, j'ai pas d'article publié sur la confiance. Par contre, à force d'écrire des trucs, j'ai plein de petits bouts de plein de petites réflexions, partout. Ce qui fait que j'ai pas de syndrome de la page blanche sur la confiance parce que j'ai quasiment défendu chaque idée, dans plein de petits débuts d'articles, dans des dossiers et puis dans des moments où je me suis dit: «Oh là, je viens de lire beaucoup de trucs sur un sujet et bah, vas-y, j'écris 2 pages, sur ce que j'ai compris dessus». Franchement, faire ça, ça enlève, un énorme poids, dans l'écriture et donc la discussion n'est pas écrite sur mon document Word qui s'appelle, Scoping Review, cet article-là que je vais défendre. En revanche, je sais que je sais déjà ce que je vais dire parce que ça fait des années que je vois les résultats avancer et là, je vais rajouter trois quatre articles sur, 45, donc les statistiques vont pas changer, hein. C'est pas entre 4 articles que les tendances vont changer. En revanche, je serai plus précis et plus complet, donc voilà, ce sera une étude qui sera actualisée sur 2025. Mais au moins dans la discussion, je vais pouvoir, bah, développer, ce que je voulais dire sur la critique potentielle de la littérature, sur la confiance, aussi de la littérature sur la mesure de la confiance et ça, je sais déjà ce que je vais dire, mais c'est quand même, une partie qui demande un effort, intellectuel, le plus soutenu de mon point de vue. L'introduction aussi quand même parce que en plus moi je suis moins bon dans l'introduction donc moi ce qui me fatigue le plus c'est l'intro parce qu'il faut bien amener les choses, il faut amener les bonnes questions de la bonne manière, donner les bonnes infos pour que les gens suivent notre lecture et que ce soit compréhensible vite. Mais la méthode, généralement, on répond à des critères, on répond à une manière de présenter qui existe un peu partout, donc on peut s'inspirer n'importe où. Les résultats d'autant plus. Chaque statistique a un type de présentation parce que pour faire telle statistique, il faut montrer les choses de telle manière. Les tableaux sont les mêmes, etc. Donc c'est pas compliqué. En revanche, la discussion, c'est un peu plus libre à bah, notre question spécifique, notre originalité. Et donc là, il faut orienter et argumenter. Et puis, il faut avoir la présence d'esprit, la culture scientifique l'intelligence de faire les bons liens et de montrer en quoi nos résultats sont pertinents. Et donc ça demande un peu plus de jus de cerveau. Moi, c'est ce que j'aime, hein, donc c'est pas grave, hein. C'est pour ça que je fais de la science, hein. C'est un peu pour faire mon geek de littérature, à la fin, essayer de dire: «Mais voilà, peut-être que l'humanité, elle est comme ça, peut-être que» enfin voilà, pouvoir critiquer. C'est ce que je trouve est intéressant dans un article. Voilà, ça, il faut que je le fasse. Donc pour résumer, finaliser les données, revoir l'introduction, mettre à jour les résultats et écrire la discussion. C'est ce que j'ai prévu de faire ces, 10 prochains jours à fond parce que j'ai un peu plus de temps, devant moi, ouais, à peu près 10 jours, un peu plus. Et ensuite, donc ça me mènera jusqu'à mi-avril et ensuite jusqu'à fin avril, je vais quasiment être, en déplacement, en vacances, voilà, j'aurai la chance ou en mission, où je serai, globalement occupé. Donc, voilà, finalement, ça a été un podcast sur lequel je vous expliquais, où j'en étais sur ma scoping review et ce qui va se passer ces prochaines semaines. Écoutez, c'est là où mon cerveau m'a mené. J'aurais pu vous dire d'autres choses, par exemple, comment je mène des focus group et des entretiens, mais ce sera peut-être le sujet d'une prochaine fois parce que, j'ai pu rentrer sans le vouloir dans la logique d'un épisode, un sujet. Je vais vous laisser sur ça pour cette semaine. J'espère que ça vous a été, peut-être pas utile, mais au moins que ça a suscité votre curiosité sur, un peu plus, à quoi peut ressembler, un article scientifique et une scoping review et ce sur quoi je travaille aujourd'hui. Et voilà, j'espère que vous avez passé, une bonne semaine. Alors juste avant de quitter, je suis en train de me dire que, tant que je suis dans le champ de la scoping review, je vais peut-être expliquer, la différence entre scoping review et méta-analyse pour les chercheurs et les étudiants qui me demandent. Je vais me lancer dans ça, voilà, désolé. Ce n'est pas une fin d'épisode, merci d'être resté. En fait, j'ai, échangé avec, des doctorants, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, donc ça tombe bien, c'est un petit peu un propos, récent sur la différence entre, les méta-analyses, les analyses critiques de la littérature, les revues systématiques qu'on appelle. Donc ça, c'est le deuxième et les scoping reviews. Donc voilà, désolé pour ceux qui sont pas dans la recherche, mais
C'est, des questions qu'on peut se poser sur, les différences, de types d'articles et on a échangé parce que justement il y avait une personne qui faisait, une méta-analyse, une qui faisait une revue systématique et moi qui fais une scoping review. On a essayé de comprendre les différences et cetera. Alors la méta-analyse, c'est, une, analyse, de la réponse générale d'une question, dans la littérature. Pour ceux qui s'y connaissent et pour les chercheurs aguerris, je n'ai pas de notes du tout, et je sors, de tête, une discussion qu'on a eue, donc mes excuses, ça va peut-être manquer de précision, mais je vais essayer de transmettre ce que j'ai compris, concernant les différences. Une méta-analyse, c'est, essayer de répondre à la question: en quoi A est lié à B ou en quoi, A cause B, la relation entre des variables sur un sujet. Moi, si je le fais, sur mon sujet, ça peut être, en quoi, heu, la confiance entre, les personnes est modifiée par l'âge. Donc, avec une hypothèse potentiellement que, allez, je sais pas, plus on est vieux, moins on fait confiance aux gens de manière générale et plus on est jeune, plus on est naïf et plus on fait confiance aux gens. Alors, ce que je peux faire, dans un article normal, c'est, aller, trouver une mesure de la confiance des gens en général, et le faire passer à des gens, tout venant. Donc, quand on dit tout venant, c'est un peu n'importe qui veut bien répondre aux commentaires et je leur demande aussi leur âge et je fais une statistique, je fais une corrélation entre l'âge et la confiance, que les gens ont envers les autres en général et je montre, voilà, les gens, ont plus ou moins confiance et donc ça, ce serait un article normal. Si je veux faire une méta-analyse, je vais prendre tous les articles comme, ceux qui ressemblent à la première version, que j'ai faite, donc un qui va tester, des fois la confiance envers les médecins, mais qui a aussi mesuré l'âge des personnes, la confiance envers, les postiers, mais qui a aussi mesuré l'âge des personnes. Et voilà, ceux qui ont déjà traité ou eu des données qui permettent de répondre à la question: «Quel est le lien entre l'âge et la confiance qu'on fait envers les gens en général?» Et dans mes méta-analyses, je vais essayer de trouver des termes de recherche qui me permettent d'avoir tous les articles qui ont mesuré l'âge et la confiance envers les gens en général, de, trouver des critères de sélection quand même pour pas traiter 10 000 articles et de, tester, j'allais dire concaténer, mais c'est un terme très, Excel, de prendre toutes les données et tous les résultats associés à ce lien-là et d'essayer de faire une moyenne générale du lien entre la confiance et l'âge. Donc, quand on fait une méta-analyse, c'est un petit peu l'article qui permet de faire le point sur le consensus sur un sujet. Donc là, moi, je parle d'une corrélation, mais ça peut être, voilà, c'est plutôt une question liée à une statistique entre des variables. Et on essaye de faire le point sur bah, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que disent les articles scientifiques sur cette question précise. Moi, ce que je souhaite faire, dans la scoping review, c'est pas, faire un consensus sur une question du lien entre des variables. La scoping review, c'est limite un travail, préliminaire à une méta-analyse et c'est, ce qui permet de mettre à plat, planifier, enfin mettre à plat, j'aime bien le verbe to plan, en anglais dans le sens mapper, voilà, faire un plan de la littérature sur un sujet. Donc là, je veux pas savoir si, la confiance est liée à je sais pas quoi et que tout le monde est d'accord dans la science. Je veux juste me dire, quand on cherche, une mesure de la confiance, à quoi la littérature ressemble, comment elle peut s'organiser, comment on peut la comprendre. La scoping review sert à ça. Elle sert à, d'une manière systématique, c'est-à-dire en essayant d'avoir le plus d'articles possible, définir notre champ de littérature et puis quels sont les thèmes, quels sont les sujets qui reviennent et quelles peuvent être les critiques. Là où, dans la revue systématique, heu, on va faire, une analyse critique d'articles sur un sujet, mais sans, avoir, une statistique, précise en tête. Donc on va dire que, dans l'analyse, systématique, une revue systématique, on va un peu plus, être entre la scoping review et la méta-analyse. La scoping review étant plus faite pour mettre à plat, faire comprendre aux chercheurs comment s'organise la littérature sur un sujet. La revue systématique un peu plus pour critiquer, des articles ou, un champ de littérature et la méta-analyse pour synthétiser, les résultats sur une question de recherche.
Voilà comment je pourrais expliquer, ces 3 sujets, qui sont des questions qu'on se pose quand on se lance dans un doctorat en tout cas. Enfin, ça a été mon cas et puis j'ai vu que c'était le cas pour des collègues. J'espère que ça n'a pas été trop barbant pour les non-chercheurs, mais voilà, vu qu'on était dedans et que je me le suis remis en tête il y a pas longtemps, et ben je vous le retransmets. Je suis pas encore extrêmement clair sur tout, donc ça se trouve, il y aura des petites erreurs, mais c'est ce que j'ai compris, là où j'en suis. Et voilà pour le petit ajout, théorique, au moins on aura fait le tour, bah, ce sujet de la scoping review. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un lundi, pour un nouvel épisode de Bip Bip.